Ok. Alors du coup, je vais présenter les slides. Ok, c'est partagé, Dimitri. Ouais, super. Donc, bonjour à tous. Dimitri Ktenas, CEA Grenoble. Donc, je suis co-directeur du PEPR Réseau du Futur et je suis aussi ici présent donc avec Serge Verdem, donc Xlim, qui est aussi co-directeur du PEPR Réseau du Futur et Daniel Kaufmann s'excuse, donc il est représentant IMT pour le PEPR Réseau du Futur, donc il s'excuse, il n'a pas pu participer à l'événement ce matin, il a un empêchement de dernière minute. Donc, donc on est ici là pour parler de l'appel à projet en deux étapes, architecture, technique et technologie émergente, qui est en fait le deuxième et dernier appel à projet du PEPR Réseau du Futur. Mais avant cela, en fait, on va vous présenter assez rapidement qu'est-ce que notre PEPR et quels sont les projets en cours. Et puis donc ensuite, on rentrera dans le vif du sujet par rapport au positionnement de cet appel à projet, architecture, technique et technologie émergente, et quelles sont les modalités pour y répondre. Et puis ensuite, on passera à la séance réponse, enfin questions-réponses, sachant que les deux premiers volets là seront à peu près d'une demi-heure au total. Euh, donc sur la présentation du PEPR, donc c'est moi-même qui vais m'en charger. Euh, donc un rappel hein, pour ceux qui ne savent pas, donc le PEPR Réseau du Futur, donc programme équipement prioritaire de recherche, s'inscrit dans la stratégie nationale d'accélération sur les réseaux du futur. Donc, cette stratégie nationale d'accélération, elle a été établie en 2021 et elle s'articulait suivant quatre axes. Le premier lié à la contribution à la compétitivité de l'économie française, en particulier pour développer les usages 5G au profit des territoires et des industries. Ça, c'est le volet demande. Ensuite, dès le démarrage de cette stratégie, donc en 2021, il y avait un volet offre, donc, qui visait plutôt au court terme, donc qui visait en premier lieu 2022 et 2023, donc constituer une offre française souveraine sur les réseaux télécoms. Le troisième axe qui concerne le volet purement R&D, donc qui nous concerne nous, qui est soutenir une R&D française de très haut niveau sur la future technologie de réseau ce qui vise particulièrement notre PEPR. Donc, l'instrument de cet axe 3 est le PEPR Réseau du Futur. Il y a un dernier axe qui concerne le volet formation, donc, qui est donc l'idée de renforcer l'offre de formation sur les futurs réseaux télécoms et attirer des talents étrangers en France. Alors, lorsqu'on nous a demandé, donc lorsque l'État a demandé au CNRS, à l'IMT et au CEA de construire le PEPR Réseau du Futur, on a d'abord réfléchi à quelle serait la vision stratégique des réseaux du futur à moyen et long terme. Donc, on a articulé donc, cette vision autour des différentes briques qui sont ici et qui nous ont ensuite permis de construire les premiers projets ciblés. Donc, sans surprise, il y a un volet évidemment autour de l'augmentation de la capacité des réseaux, de l'amélioration de la latence, mais quelque chose de plus nouveau, novateur était la convergence forte avec les marchés verticaux, en particulier autour de différents axes qui sont rappelés ici, qui sont donc la numérisation de l'industrie, donc ce qu'on appelle l'industrie 4.0, mais aussi les transports, l'énergie, la santé, et tout cela en réponse à des besoins spécifiques, que ce soit le contrôle commande à distance, donc le contrôle industriel, mais aussi la réalité augmentée, réalité virtuelle, donc ce qu'on appelle la réalité mixte, qui nous amène aux jumeaux numériques, pour appeler les doubles digitaux, et les communications immersives. Et si on va encore un cran au-delà, ce qui est totalement en rupture, c'est l'idée d'aller vers des services qui sont dits multisectoriels, donc qui vont agréger différents secteurs de l'industrie qui vont être traités par un seul et même réseau.
Et c'est donc ce qui nous amènerait vers une nouvelle phase de transformation numérique. Ça, c'est la partie, on va dire, la plus haut niveau. Ensuite, il y a une autre ligne qui est plus en lien avec le monde physique, qui est d'abord l'idée que les communications vont aller au-delà des communications traditionnelles à deux dimensions et de rajouter cette troisième dimension, donc ce qu'on appelle donc, les communications 3D, ce qu'on appelle aussi les communications holographiques d'ailleurs, mais là l'idée c'est d'intégrer la troisième dimension qui est la partie, on va dire, non terrestre, donc les réseaux, la convergence avec les réseaux non terrestres, mais aussi la communication avec des systèmes qui seraient, par exemple, des ballons ou des drones. C'est vraiment la communication sur un troisième axe dimensionnel. Parce qu'on a aussi la fusion avec l'espace physique, on a évidemment la première idée premier sujet d'importance qui nous paraissait primordial plutôt, pardon, de pousser, c'était le lien avec les surfaces intelligentes, enfin réfléchissantes euh, intelligents, donc les RIS ou IRS. Et ensuite, le troisième volet au niveau du monde physique qui nous semblait important d'investiguer est l'utilisation la plus efficace possible d'un spectre de plus en plus encombré, en particulier en montant dans des bandes de fréquences élevées vers le subterahertz, donc jusque vers 300, pour ce qui nous concerne, vers 325 GHz. Euh, Ensuite, si on va, un autre aspect qui nous paraissait important d'investiguer sont donc les nouveaux paradigmes architecturaux, donc l'architecture de réseau. Et dans ce cas-là, un axe important, en particulier dans un aspect multisectoriel, concerne la convergence, ce qu'on appelle donc la convergence réseau cloud sensing au sein d'un système parfaitement unifié avec un mécanisme d'orchestration de bout en bout. Mais il y a aussi un autre aspect qu'on voulait voir investiguer qui concerne donc l'intelligence artificielle au service des réseaux pour améliorer l'efficacité des réseaux, mais en même temps, lorsqu'on a l'idée d'un réseau capteur, d'aller vers des réseaux qui serviraient pour améliorer l'intelligence artificielle, en particulier dans des contextes d'IA fédératifs. Le dernier aspect de cette matrice ici concerne donc la sécurisation de l'information et des données de bout en bout. Et enfin, on n'oublie pas évidemment quelque chose qui nous avait été évidemment demandé par les services de l'État, le ministère, qui concerne la sobriété dans la consommation des ressources, donc à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine temps, fréquence, mais aussi matériaux et réduction des expositions aux ondes électromagnétiques. Donc, une fois qu'on a posé cette vision, on a structuré le programme dans un ensemble de projets ciblés. Donc, au démarrage, donc en mai 2023, donc 10 projets ciblés. Et chacun des projets concerne une ou plusieurs lignes de cette matrice. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de la matrice, mais vous retrouvez ici quelque part les différents éléments qu'on a déjà mentionnés. Donc, à la fois la partie composants pour les télécommunications, la couche physique, principalement radio, mais en n'oubliant pas le volet optique. Et ensuite, un autre aspect qui concerne plutôt les couches hautes, donc la partie infrastructure et architecture de réseau, et puis infrastructure et architecture de service. Au sein des verticaux, donc l'ensemble des colonnes qui sont indiquées là. Donc, je suis désolé, j'ai un retard il y a une forte latence avec la souris. Donc, que ce soit les véhicules connectés, l'industrie 4.0, les smart grids, et puis la conjonction des différents services. Et puis la partie sobriété des ressources et sécurité. Donc en termes d'information générale, donc les trois porteurs, comme je le disais au démarrage, les trois porteurs du PEPR Réseau du futur sont le CNRS, l'IMT et le CEA.
Et puis, nous avons invité également l'INRIA au sein de ce PEPR Réseau du Futur pour la constitution des projets ciblés. Le budget global était initialement de 65 millions d'euros. Il y a eu des coupes budgétaires, ce qui fait que nous sommes amenés à 54 millions d'euros. Et c'est pour ça que je disais que cet appel à projet en deux phases est en fait le deuxième et dernier appel à projet du PEPR. Non, initialement, il y en avait un autre qui était prévu ultérieurement, mais qui n'aura pas lieu. Et puis, en termes d'impact sur la coupe budgétaire, il y a aussi le lien avec la partie prématuration qui a été plutôt déplacée vers une autre initiative qui s'appelle Frame XG pour ceux qui connaissent. Alors la durée du PEPR, c'est à l'heure actuelle, donc c'est 6 ans, donc avec des premiers projets ciblés qui s'arrêteront fin 2027, et puis la fin des autres projets pour l'instant, donc qui s'arrêterait en avril 2029. C'est pour ça que sur cet appel à projet que nous avons indiqué ici, la durée maximale des projets à soumettre est de 42 mois pour rester dans cette butée d'avril 2022. Alors pour la structuration en projet, donc on a ces 10 projets ciblés, aussi un projet gouvernance qui structure l'ensemble du PPR. Donc le projet gouvernance est porté par le CEA. Euh, donc, initialement, donc la lettre de mission qui nous avait été affectée, donc qui a été émise le 28 septembre 2021. Un démarrage des projets ciblés au 2 mai 2023, et puis un premier appel à projet qui a été ouvert donc il y a un peu moins d'un an, qui est donc le 19 décembre 2023, suivant trois axes que je vais rappeler juste après. Donc au niveau des 10 projets ciblés, donc le budget était de 38 millions et demi, ce qui est principalement pour le recrutement d'une centaine de doctorants et de 70 post-doctorants. Donc on a défini les projets par grappe, hein, donc quatre grappes de projets. Donc une grappe autour des architectures, de l'architecture des réseaux et des services. Et on a voulu aussi renforcer un des projets via le premier appel à projet qui avait été émis en décembre 2023 donc sur la partie architecture et infrastructure de réseau. Ensuite, une autre grappe sur la partie briques technologiques autour de trois axes. Un axe plutôt orienté autour d'architecture de type réseau cell-free, donc sur des bandes de fréquence sub 7 GHz. Et puis ensuite, deux autres projets qui montent en fréquence. Donc, un projet plutôt orienté bande millimétrique conventionnelle, et puis un autre projet qui est orienté vers des bandes millimétriques au-delà de 100 GHz. Dans ce volet brique technologique, c'est là où on a incorporé un volet système photonique pour le premier appel à projet, donc en décembre 2023. Ensuite, il y a une troisième grappe de projet qui concerne les systèmes de bout en bout. Donc là, il y avait quatre projets initiaux, un autour de l'Internet des objets et des services enrichis pour cet Internet des objets. Un autre projet qui concernait des réseaux sobres et ajustés à la juste demande, on va dire. Un troisième projet qui traitait de la sécurité et de la protection des données. Et puis un projet très théorique qui traite des fondamentaux des futurs réseaux, qui adresse les performances des réseaux sous l'angle mathématique. Et au sein de ce grappe de projet-là, on avait voulu aussi incorporer euh, un projet, enfin, au sein d'un appel à projet, donc en décembre 2023, qui traitait plutôt de l'acceptabilité sociétale, donc très orienté sciences économiques et sociales et sciences humaines et sociales. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, avant que je parle du projet plateforme, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc un projet a été financé issu de cet appel à projet de 2023, donc le projet Donuts, qui est un peu expliqué
dans l'annexe de l'appel à projet, du second appel à projet. Donc, c'est un projet qui vient d'être validé, qui démarrera en mars 2025 et qui traite de la conception et de la modélisation des réseaux du futur multi-échelle et multi-technologie, en particulier de la 5G jusqu'à l'intégration avec les réseaux non terrestres. Donc, ce projet-là a un focus spécifique sur la partie, l'inclusion du non terrestre sous l'angle réseau, qui était euh, pas encore traité en profondeur dans le PEPR. Il y a un autre projet qui est en cours de révision issu de cet appel à projet, donc un projet qui traite spécifiquement la partie système photonique, donc que ce soit pour la partie fibre et de la partie non fibrée, donc communication optique sans fil. Et puis par contre, il y a un troisième projet, qui n'a pas été, le troisième axe de cet appel à projet, lui, n'a pas été pourvu, et donc il y aura un projet, qui est en cours de réflexion autour de cet axe-là, et en lien avec les ministères. Et puis je termine la description de cette slide sur une quatrième grappe qui est constituée d'un ensemble de projets démonstrateurs, donc au sein de plateformes ouvertes et mutualisées. Donc on a trois grappes, on a trois projets au sein de ce projet plateforme. Un projet autour de la caractérisation des systèmes radiofréquences, donc le projet qui s'appelle RFNet. On a un projet qui traite plutôt de l'intégration réseau de bout en bout, donc, qui est tourné autour de Slices FR. Et puis on a un autre projet au sein de cette plateforme qui traite spécifiquement des systèmes IoT et de l'inclusion de l'IA en bordure de réseau. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans les détails des quatre prochaines slides, puisque je vois que le temps avance, mais voilà, dans les annexes de l'appel à projet, en fait, vous avez un descriptif assez haut niveau des différents projets qui sont déjà traités, y compris du projet Donuts qui vient d'être accepté. Et vous avez aussi un lien vers le site du PEP Réseau du Futur où vous pourrez trouver plus d'informations sur ces projets. Puis vous avez aussi le nom des porteurs de ces projets que vous pouvez contacter ou vous pouvez aussi nous contacter, nous, Sherpa, pour avoir plus d'informations. Je propose de passer, on garde les questions à la fin si vous êtes d'accord. Donc, je propose je te donne la main, Serge, sur le volet positionnement et modalité. Ok, donc pour entrer plus dans le contexte de cet appel à projet, qu'on a appelé à un moment appel à manifestation d'intérêt, euh, parce que la première phase, ça relève plutôt d'un appel à manifestation d'intérêt, en effet. Donc, pour reprendre ce que présentait Dimitri, le périmètre scientifique du PEPR, tel qu'il était défini par l'État quand la mission a été confiée de monter ce PEPR, en fait, il est bien couvert par l'ensemble des projets en cours. C'est-à-dire, on n'a pas de thématique qui était imaginée au départ et qui ne soit pas abordée dans ce PEPR. Évidemment, on ne traite pas tout dans le détail et on fait des choses en dehors du PEPR également. Et par ailleurs, depuis qu'on a monté ces projets ciblés ou ces appels à projets, il y a des nouvelles idées qui apparaissent qui n'étaient pas intégrées dans le PEPR au départ et qui peuvent être soutenues et c'est l'objet de cet appel à projet en fait. Mais disons qu'on n'a pas fléché thématiquement cet appel à projet parce que l'ensemble des thématiques étaient couvertes. Donc, comme l'a dit Dimitri, la thématique SES-SHS, une réflexion qui est en cours pour monter un autre projet ciblé, et donc cette thématique-là ne fera pas partie de cet appel à projet. Et pour la photonique,
Là, c'est ouvert à cet appel-là, mais là aussi, il y a il y a une réponse appel à projet qui est encore en cours, avec un projet qui est en phase de maturation dans son montage, disons. Voilà, donc il faut nous contacter si la communauté photonique veut répondre à cet appel pour qu'on le situe par rapport au projet qui est en cours d'évaluation. Il n'y a pas de redondance. Donc les mots-clés qui définissent le périmètre scientifique de l'appel à projet, ben, ils traduisent ce que je viens de vous dire, c'est ce que vous a présenté Dimitri, moi la partie SES, SHS qui est traitée par ailleurs. Euh, Autre aspect important de cet appel à projet, c'est il peut être ouvert à des recherches à l'interface thématique avec d'autres PEPR. Donc, on a travaillé sur le dernier séminaire avec le PEPR électronique. On va travailler sur de futures actions avec cloud, avec cybersécurité, avec IA en particulier. Et donc, ce qu'on peut retenir dans cet appel à projet dont on parle, ça peut être des projets qui sont à l'interface de ces PEPR, par exemple avec un volet technologique venant du PEPR électronique, mais avec une application invariante qui se retrouve dans les réseaux du futur. Donc, il ne s'agit pas de développer un composant qui pourrait servir à quelque chose dans notre domaine, mais de viser des applications spécifiques à notre domaine et à ce moment-là, d'aller chercher des technologies qui peuvent être portées dans l'électronique ou des techniques qui peuvent être portées dans le cloud et cybersécurité. Voilà, au travers des agences, il y a des réflexions pour couvrir l'interface entre les appels, entre les PEPR, mais les appels à projets, ça peut être aussi une occasion de travailler à ces interfaces-là. Alors, on n'a pas le même phasage dans les différents PEPR. Ça veut dire qu'on n'a pas pu se coordonner avec d'autres PEPR pour monter un appel à projet commun. Donc, les financements ici ne viendront que de Réseau du Futur et pas de notre PEPR. C'est pour ça qu'on attend des applications spécifiques au domaine du PEPR Réseau du Futur. Donc, ce qui est attendu, ce sont évidemment des choses qui ne sont pas redondantes avec ce qui est traité par les projets en cours. Et ce qui est attendu également, c'est quelque chose qui soit fortement différenciateur par rapport à l'état de l'art. Voilà comment c'est positionné. Euh, et ce que l'on va essayer de faire en fonction de la qualité scientifique des projets qui seront remontés évidemment, c'est donner priorité à l'implication de chercheurs et d'équipes qui ne sont pas aujourd'hui impliqués dans le PEPR. Donc évidemment, ça peut se faire à niveau scientifique comparable, hein. Il faut évidemment la spécificité forte des projets, ça doit être la première ligne, d'être innovant et de présenter de nouvelles orientations par rapport à l'état de l'art. Euh, le positionnement des recherches proposées, donc ça peut être de la recherche amont, donc ça va des TRL 1, 2 jusqu'à 4 dans le PEPR, mais on relève d'un PEPR qui est inscrit dans une stratégie nationale, comme vous l'a rappelé Dimitri, et donc la commande de l'État, c'est qu'il y ait des champs applicatifs qui soient préidentifiés. Et donc dans la réponse, dans la formulation des dossiers que vous avez remontés, il faut préidentifier l'application que vous visez dans le domaine des réseaux du futur. Donc recherche amont, OK, mais avec des champs d'application clairement identifiés. Comme pour les projets ciblés, comme dans tous les PEPR, l'argent, les subventions, elles vont aux labos publics, elles vont à la recherche, et elles ne vont pas aux partenaires industriels, les opérateurs équipementiers. Mais évidemment, s'ils font valoir un intérêt pour tel ou tel développement de recherche, ben, c'est un plus dans un dossier, mais eux ne peuvent pas être financés. Continue, Dimitri. Donc ça, c'est le cadre général. Alors cet appel à projet, en fait, il est construit en deux phases et trois étapes. Alors je vais essayer d'être clair. On va plutôt parler des étapes. L'étape 1, c'est celle qui est en cours. On attend des dépôts de lettres d'intention sur le site dédié de l'ANR, en fait dans la procédure classique de l'ANR.
Et dans cette étape-là, à la fin de l'étape 1, il va y avoir examen de la recevabilité des dossiers par l'ANR. Donc ces lettres, on va y revenir, mais c'est un format en 5 pages plus une annexe. Donc ce sont des formats très courts. Et sur cette base-là, il va y avoir un travail de sélection qui va être opéré pour identifier parmi les dossiers qui remontent ceux qui semblent les plus pertinents dans le cadre de la stratégie réseau du futur. Alors, comment va fonctionner comment va s'organiser pour cette sélection? Ça va s'appuyer sur les trois directeurs de programmes, relevant du CEA, du CNRS et de l'IMT, mais également de ce qu'on appelle dans le PEPR le comité opérationnel, qui lui est composé de l'ensemble des porteurs de projets en cours, donc qui permettent de couvrir l'ensemble thématique du PEPR par leurs compétences. Ça, avec l'arrivée du nouveau projet, ça représente 11 personnes. Et donc ça, ce sont le comité qui va quelque part être décisionnel là, dans les orientations pour le choix des lettres d'intention, des projets remontant de lettres d'intention. C'est cet ensemble-là de porteurs de projets en cours et de co-directeurs du PEPR. Et on va s'appuyer sur une structure qui est dans la gouvernance du PEPR, c'est le comité scientifique et technique, qui est composé notamment de 10 industriels, de grosses structures ou de PME, et qui vont nous donner des recommandations sur l'intérêt de telle ou telle orientation de recherche en vue des applications qui leur semblent d'intérêt. Et ce travail-là de sélection, on va aussi l'opérer en association avec le futur président du comité d'évaluation des projets complets. Parce que vous l'avez compris, à partir des lettres d'intention que vous allez soumettre, on va procéder à une sélection. Et sur la base de cette sélection-là, il y aura des projets complets, des dossiers complets qui seront construits dans un cadre classique ANR et qui sont évalués par un jury international qui, lui, est organisé autour d'un président. Et donc, cette sélection des lettres d'intention, on va la faire également en lien avec ce président de comité d'évaluation. À l'issue de cette phase de travail, d'identification des lettres d'intention que nous souhaiterons retenir dans ce cadre-là, on identifiera des porteurs de projets et des consortiums qui donc travailleront sur la construction d'un projet complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du mal à identifier en amont le nombre de lettres d'intention qui vont remonter, la nature des projets qui vont remonter. Euh, on a une enveloppe au global de 3,8 millions d'euros. Et les projets que vous avez remontés, vous avez vu, l'enveloppe, c'est entre 800 kilos euros et 1,5 million. Et sur cette base-là, on va remonter probablement 3 à 4 projets à faire évaluer par ce comité international en phase 2. Ça veut dire qu'on va faire un travail de sélection, mais peut-être aussi de rapprochement de consortiums qui se construisent autour des lettres d'intention pour essayer d'aller à quelque chose qui soit le plus pertinent possible dans le cadre de notre stratégie. Et quand on aura fait ce travail-là, on se retournera vers le porteur de la laine d'attention si son projet seul est retenu, ou vers un ensemble de 2 à 3 porteurs à qui on demandera de travailler ensemble pour constituer un dossier complet. Donc ça, c'est la phase de sélection sur la base des remontées des lettres d'intention. Et à la suite, le porteur de projet qui sera identifié aura pour charge de rédiger un projet complet qui sera déposé de nouveau sur le site de l'ANR pour une analyse une expertise par un comité d'évaluation. Alors, ce que l'on souhaite faire, c'est au niveau de la sélection des lettres d'intention et des consortiums, être assez sélectif à ce niveau-là pour ne pas faire travailler les consortiums pour rien
et quelque part pour faire évaluer un ensemble de projets qui sont bien évalués, qui seront retenus à la fin de l'évaluation par le projet, par l'évaluation internationale. En gros, on ne souhaiterait pas mettre en concurrence les projets en phase 2 et ils devraient couvrir l'enveloppe de 3,8 millions qui est attribuée à l'ensemble de l'appel. Donc, les caractéristiques des projets déposés, vous avez vu sur le site de l'ANR, il faut au moins deux structures de recherche relevant de deux établissements ou organismes de recherche différents. Donc, ça peut être deux organismes de recherche, ça peut être deux établissements de même organisme. Du moins, il faut associer au moins deux établissements. L'aide demandée, la fourchette de l'aide, j'en ai déjà parlé. La durée, elle est à 42 mois. J'y reviendrai un tout peu plus tard là-dessus. 42 mois, c'est plus que 36 mois la durée d'une thèse, mais c'est pas beaucoup plus. Et avec la phase d'évaluation, on va arriver en limite de fin de programme PEPR. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit être vigilant et on ne peut pas dépasser ces 42 mois, du moins dans cet appel-là. Les dépenses éligibles, elles sont classiques. Dans le cadre ANR, c'est des doctorants, des postdocs, des ingénieurs pour d'autres organismes en général, donc des ressources humaines, du fonctionnement sous forme de mission, sous forme de petits matériels ou autres, et de l'investissement. Donc le cadre, c'est le cadre ANR classique. Le portage et la lettre d'intention et du futur projet sera effectué par un seul organisme. Ça, c'est typique dans l'établissement, pour l'ANR. Et dans la construction des projets finaux, là encore, il y aura un établissement porteur comme pour tous les projets ANR, mais les moyens sont versés à ce seul établissement qui, après, fait une répartition vers l'établissement partenaire. Voilà, donc il y a un rôle important dans la contractualisation qui suivra. Dans cette phase de dépôt de lettre d'intention, il n'est pas demandé d'engagement des établissements et organismes, alors que ça le sera évidemment pour la construction du projet dans sa globalité. Les restrictions sont naturelles. On ne peut pas déposer deux projets de lettre d'intention par une même personne. Et je vous ai dit, on cherche à avoir des nouveaux acteurs dans le PEPR. Alors, les acteurs, ça veut dire qu'on demande à ceux qui portent déjà des projets de ne pas déposer de nouveaux projets. Après, dans les laboratoires, notamment dans les gros laboratoires dans lesquels il y a de multiples équipes, de multiples chercheurs, un laboratoire qui est déjà impliqué dans le PEPR peut évidemment candidater à cet appel à projet-là. Le format de lettre d'intention, donc on a voulu un format court, très synthétique, pour limiter le travail demandé à la communauté et pouvoir quand même opérer une sélection sur des bases suffisantes. Donc on est sur un format à 5 pages avec les points importants à inscrire dans ces 5 pages qui sont décrits sur transparent. Donc, présentation des concepts à développer, c'est évident. Se positionner par rapport à l'état de l'art, on demande à être innovant et se détacher de cet état de l'art, il faut le montrer. Ce que je vous disais tout à l'heure en lien avec la stratégie nationale, hein, c'est qu'il faut être capable d'identifier a priori l'impact potentiel et les cas d'usage de la technique, technologie, architecture développée. Et il faut relever les verrous, et les verrous scientifiques à lever, et les plans d'action associés, décrire comment vous allez mener le projet en association avec d'autres pour lever ces verrous. Une page de présentation du consortium, et après en annexe un tableau qui regroupe les éléments financiers, la durée du projet et les niveaux d'équivalent temps plein impliqués.
Les dates importantes, hein, ben, c'est la date limite de dépôt de la dette d'intention. Ça, vous l'avez vu, c'est le 21 janvier à 11 heures, donc sur le site de l'ANR, donc une procédure classique. Après, on a une date prévisionnelle de limite des dépôts des projets complets au 22 avril hein, à 11 heures. Alors, on essaie de resserrer le délai entre le dépôt de la lettre d'intention et le dépôt des projets complets pour la raison que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire on a un PEPR qui va s'étaler jusqu'à 2029 et il faut que les nouveaux projets qu'on va monter s'inscrivent dans cette période-là. Et donc, il faut essayer de les engager assez rapidement. Donc, entre le 21 janvier et le 22 avril, il y aura une première phase dans laquelle on va opérer, dans le cadre que je vous décrivais précédemment, la sélection des projets, des pré-projets retenus, et une phase dans laquelle les porteurs retenus vont constituer leur dossier pour les déposer. Euh, à l'issue du 22 avril, il y aura donc une évaluation par un jury qui va être construit par l'ANR en toute indépendance, un jury international. Ce jury international hein, va nous rendre des rapports d'analyse. Ces rapports d'analyse, hein, on va en discuter entre les porteurs du PEPR et puis les ministères MESR des DGE pour se donner une stratégie et valider ou non donc les projets qui ont été déposés, puis après les contractualiser. Donc ça, on a une pratique aujourd'hui avec les projets ciblés, avec la première phase d'appel à projet. C'est une procédure qui est assez longue. Et ça veut dire qu'on imagine des débuts de projets, on espère fin 2025, mais peut-être seulement début 2026. Dimitri. Donc, pour vous accompagner dans le montage des projets, eh bien, on est avec Dimitri et Daniel, on est à votre écoute si vous avez des questions. Sur le site de l'ANR, Pierre, qui est en ligne, hein, Asplanato, est également référent sur ce projet-là et peut vous renseigner sur les procédures. Le texte de l'appel à projet est sur le site de l'ANR. Cette présentation, on va la placer sur le site web du PEPR à l'issue de cette séance. Et ce que l'on vous propose, c'est un second séminaire au début du mois de janvier. La date limite de soumission, donc c'est le 21 janvier. On peut faire un point le 7 janvier à 11 heures au lien qui est donné ici. Dans un objectif de pré-identifier le travail de chacun, mais surtout d'aider à mettre en relation des équipes qui voudraient développer des idées et déposer une lettre d'intention, mais qui sont en recherche de compétences complémentaires. Donc l'idée, ça serait de vous proposer, quand c'est ce cas auquel vous faites face, de venir pitcher lors de ce créneau Zoom et pour présenter vos orientations et identifier des partenaires potentiels. Voilà, évidemment, ça sera aussi l'occasion de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser si on peut y répondre, ou du moins d'en débattre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, Dimitri. C'est la dernière page de la présentation. Ouais, ouais, exact, ouais. Juste pour l'inscription, enfin pour qu'on ait une idée du temps qu'on allouera aux participants qui voudraient exposer leurs idées, il y a une inscription préalable à faire par email auprès de Christina pour qu'ensuite on puisse, avec le sujet associé en fait, que vous voudriez présenter, pour qu'on puisse faire un ordre du jour et puis vérifier qu'on est bien dans le bon timing vis-à-vis du slot du webinaire. Mais effectivement, ouais, je crois que tout a été dit. Du coup, je vais arrêter le partage. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté, que ce soit sur le PEPR ou sur l'appel à projet en lui-même.
Allez-y. Moi, j'en ai une petite, Olivier Lafont, à l'IETR, j'en ai une petite concernant les restrictions dont Serge a fait mention. C'est marqué, les responsables de projets cibles actuels ne peuvent pas être participants. C'est que les responsables de projets cibles ou bien ça va au-delà et ça concerne aussi les personnes qui sont responsables dans leur labo d'un projet cible? Non, Tu vois ce que je veux dire, Serge? c'est les responsables de projets cibles parce qu'en fait, ils sont au comité de Oui, recommandation d'accord, pour les lettres d'intention, donc ils ne peuvent pas être évidemment jugés bien par. évidemment. OK, merci. J'ai compris avec Serge, c'était comme ouvert à des nouvelles têtes. Donc, est-ce que ceux qui ont des thèses en cours, des post-doc en cours, est-ce qu'ils sont concernés ou pas? C'est peut-être pour clarifier, pour être sûr. Alors, ce qui est recherché, c'est d'élargir le consortium. On a vocation dans le PEPR à structurer la communauté et il y a des labos, des équipes qui aujourd'hui ne sont pas ne sont pas financées par le PEPR. Donc, une des orientations de cet appel, c'est d'associer de nouveaux chercheurs. Maintenant, il est clair que on veut certainement de nouveaux chercheurs, mais avec des très bonnes idées. Et s'il y a d'excellents dossiers, d'excellentes propositions qui remontent de personnes qui ont déjà un pied dans le PEPR, ben, on le regardera avec attention, évidemment. Mais à niveau scientifique équivalent, on essaiera de privilégier de nouveaux acteurs, en effet. Bonjour, je me permets Fabrice Semon du CREA Sophie Antipolis. Comment vous regardez les propositions par rapport à des projets qui auraient déjà été soumis à l'ANR au présent appel à projet? Est-ce que, est-ce que l'un exclut l'autre ou est-ce qu'à ce stade, il n'y a pas il y a pas de problème? Mais de quoi tu parles en fait? Tu parles de dossiers qui sont soumis actuellement. C'est-à-dire, oui, c'est un projet qui a été soumis à l'appel à projet en cours et qu'on pense qu'il est bien positionné par rapport à l'appel à projet du PEPR, là, et qu'on souhaite le soumettre d'une façon différente. Parce que, oui, d'une façon différente, est-ce que ça, c'est entendable ou est-ce que ça, ça pose problème? Ouais, je pense que c'est difficile. C'est difficile. L'ANR ne va pas financer deux fois la même chose, hein. Oui, parce qu'à la fin, c'est l'ANR qui juge. Mais Ouais, est-ce que ça veut dire que parce que bon, cet appel à projet est arrivé après l'appel à projet de l'ANR générique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut... bon, on peut aussi se démarquer suffisamment mais, du projet qui a été soumis à l'ANR, mais bon. ben, il Est-ce que faut se est-ce que c'est un marquer. cas de figure qui s'est déjà produit? Oui, en fait, quand on a monté le PEPR, on se posait les mêmes questions. Il y avait les AMI de la BPI en parallèle. Enfin, il y a toujours plusieurs actions et plusieurs sources de financement en parallèle, et c'est une question qu'on s'est toujours posée. D'accord. Là, on se différencie des projets classiques de l'ANR par le volume financier qu'on peut atteindre. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Ok. Maintenant, c'est à vous de, ouais, en effet, si vous avez quelque chose de différenciant par rapport à ce qui a été déposé à l'ANR, dans les appels classiques, allez-y, mais sinon, non, c'est pas l'objectif. Ok. Merci. D'autres questions? Non, tout est clair? Ça semble très clair. Euh, j'étais en train de regarder la liste des participants. Euh, c'est étonnant, je vois quelqu'un de GRT Gaz. Euh, 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 donc, dans la liste des participants, je pense qu'il y a des gens, effectivement, des nouveaux entrants, ce qui est plutôt positif, je trouve. Écoutez, pas Et d'autres questions? on est bien d'accord, on cherche à avoir de nouveaux entrants, ça Ouais. c'est clairement affirmé, mais on cherche à avoir des projets qui soient différenciants par rapport à l'état de l'art,
qui soit différenciant par rapport à ce qu'on a pu soutenir jusque-là et qui soit émergent aujourd'hui. Et donc, ça c'est ouvert. On- C'est ouvert d'autant plus que on serait sur la rédaction de projets complets. On aurait du mal à mobiliser la communauté sans donner plus d'orientation que celle qu'on donne aujourd'hui. Là, on demande des lettres d'intention qui sont, bon, ça demande une réflexion évidemment et ça demande à monter des mini-consortiums, mais c'est un investissement qui est plus limité. Voilà, donc je pense il faut soumettre si vous considérez que votre idée, elle, par sa différenciation par rapport à l'existant, elle rentre dans le cadre de l'appel. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, Oui, Yanis Pousset d'Exlim. Bonjour Serge. J'avais une petite question sur le critère justement nouveaux établissements ou nouveaux partenaires laboratoires. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce serait justement ces laboratoires que vous privilégiez, je vais y arriver, que vous auriez privilégié pour porter ces appels à projets ou il suffit que l'on porte ces nouveaux laboratoires avec peut-être des établissements, des labos qui sont déjà impliqués dans le PEPR. On parle surtout de nouvelles équipes, de nouveaux chercheurs. Comprends? C'est-à-dire, les laboratoires sont plus ou moins étendus dans leur périmètre. Il y a des équipes dans des laboratoires qui sont complètement, dans des gros laboratoires qui sont complètement absentes du PEPR. C'est un peu ce que disait Christian, je crois. Si on a déjà un doctorant qui est financé dans le PEPR, on sera pas prioritaire. Voilà. Mais si on est dans un laboratoire dans lequel on est dans une équipe qui aujourd'hui n'est pas intégrée dans aucune action, on est nouvel acteur pour le PEPR. Ok, merci beaucoup. Question d'aide aussi, parce que tu as mentionné que ça peut être à l'interface avec d'autres PEPR. Oui, Il y a pas de conditions de cofinancement, puisque ça vous met dans un scénario compliqué. ouais, C'est bien indépendant, on n'attend pas des cofinancements d'autres PEPR, parce que c'est ingérable pour vous, sinon, mais c'est bien autonome, oui, mais complémentaire, quoi. Ouais. c'est ça. Ok. C'est-à-dire, typiquement, pour nous, notre communauté, on peut aller chercher une technologie déployée dans le PEPR électronique, mais il n'y aura pas de cofinancement du PEPR électronique. Voilà. D'accord. Et il faut que ça tombe dans Réseau du Futur. Mais oui, on n'est pas, on n'a pas les mêmes agendas, euh, on n'a pas de montage aujourd'hui de projets cofinancés par différents PEPR. On a fait le tour. j'ai l'impression. Bon, ben on va vous laisser revenir à vos travaux et penser à répondre à cet appel. Ouais, comme on disait, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à contacter les personnes qui ont été mentionnées et aussi potentiellement les porteurs de projets actuels, des projets ciblés en cours. Euh, voilà. On vous remercie et Merci. bonne journée, au revoir. Bonne journée. Oui. Au revoir. Au revoir.